m'a jamais introduit comme ça, je dois dire. On est d'accord que la grosse voix va pas venir à la fin se plaindre si ça lui va pas. Hein. Bon, bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être là et vous êtes à moi pendant 45 minutes, donc on y va. Alors, je vais vous parler de mathématiques, mais peut-être pas vraiment de la façon dont vous avez l'habitude d'en entendre. On m'a dit que j'étais quasiment le premier mathématicien à venir, donc j'espère qu'après mon passage, je vous en réinviterai. Si vous ne le faites pas, je saurai que c'est ma faute. Les mathématiques, version Hugo, ça va être un petit peu... On va commencer par un jeu. Et le but global de l'exposé, c'est d'essayer de vous expliquer qu'il y a des liens un peu cachés entre des choses qui, à première vue, ont aucune connexion les unes avec les autres. Et que ça, d'un certain point de vue, c'est exactement le travail du mathématicien. De trouver des ponts, des liens entre différentes choses. Des liens qui ne sont pas forcément apparents quand on en reste, quand on regarde le problème initial, mais qui apparaissent quand on s'élève un petit peu. Donc là, typiquement, aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui s'appelle le jeu de Hex, que je vais vous expliquer dans quelques instants. On va parler de faire du bon café, même si ne me demandez surtout pas de vous faire un café, je serais absolument incapable, mais je connais la théorie derrière, et c'est déjà pas mal. Donc faire du bon café, pourquoi c'est un lien avec la fonte des glaces? Alors ça, ce sera juste parce que sinon vous allez me demander quelles sont les applications et que je vais paniquer, donc je l'ai inclus dans l'exposé. Les fractales, ça c'est pour vous montrer des jolies images. Et le magnétisme, ça c'est pour vous expliquer un petit peu ce que je fais vraiment. D'accord? Donc on va faire un peu dans cet ordre-là pour essayer de vous décrire un peu toutes ces choses. Et donc voilà les représentants de chacun de ces points. En haut, on a ce fameux jeu de Hex, que je recommande d'ailleurs, en particulier aux plus jeunes dans la salle. Quelqu'un qui sait faire du café. Un aimant, qui a l'air super balèze. Et donc on va dire la fonte des glaces, et puis des jolis fractales, donc, qui vous mettent des bonnes images. Toutes les belles images ne sont pas de moi d'ailleurs, je tiens à préciser tout de suite. Je suis totalement incapable de faire des simulations. Mais voilà. Donc alors, le jeu de Hex. Commençons par ça, comme ça au moins, si vous n'écoutez pas la suite, vous pouvez imaginer et jouer avec vous-même pendant tout l'exposé. Donc le jeu de Hex, il consiste en quoi? On va prendre ce plateau de jeu qui est fait d'hexagones, d'accord? Et le but, il va y avoir deux joueurs, un joueur bleu et un joueur jaune. Et le but du joueur bleu, donc en fait, chacun va poser une pièce l'une après l'autre. Il va, si vous voulez, colorier un hexagone, le joueur bleu en bleu, le joueur jaune en jaune. Et le but du joueur bleu, c'est d'essayer de faire un chemin alors qu'est-ce que j'ai décidé? De haut en bas. Un chemin d'hexagone bleu de haut en bas. Le joueur jaune, à l'inverse, il essaye de faire un chemin de gauche à droite. Donc vous voyez bien qu'il y a une espèce de compétition, parce que plus on va faire de chemin de gauche à droite, moins ça va être facile d'arriver à passer de haut en bas. Et donc le but, c'est de savoir, le but, c'est d'essayer de créer ce chemin, soit le bleu, soit le jaune. Donc faisons des exemples. Donc là, le bleu joue en premier, le jaune décide de jouer à côté, le bleu, le jaune, le bleu, le jaune. Alors c'est un jeu que j'ai découvert très tard. Alors les mathématiciens ont cette particularité qu'ils ne grandissent pas. Donc j'ai appris ça, enfin dans leur tête, hein, bien entendu. Malheureusement, ils grandissent un peu de partout avec l'âge, mais j'ai découvert ça à 21 ans, essentiellement, quand j'étais en master d'université. On a tous découvert ça pendant le cours de percolation que je suivais. Je vais vous parler de la percolation après. Et en fait, on passait donc l'enseignant nous avait appris exactement comme là je fais pour essayer de vous illustrer finalement comment on va parler de cette fameuse percolation. Et en fait, on a tous joué au jeu dans le cours. Plus personne n'écoutait le cours pendant 3 semaines. Parce que c'est un jeu qui est très intéressant. En fait, c'est pas facile de savoir quelle est une bonne stratégie en fait. Donc en particulier, déjà, c'est pas totalement clair s'il y a toujours un gagnant dans ce jeu. Vous savez qu'il y a plein de jeux où on peut faire égalité. Aux échecs, hein, on peut faire patte. Et puis, si on prend le morpion, par exemple, on sait très bien qu'on peut arriver sur une égalité. Ici, est-ce qu'il est possible d'avoir une égalité ou non? Et ensuite, existe-t-il une stratégie gagnante? C'est-à-dire une façon de jouer, entre guillemets, parfaitement, qui laisse aucune chance à l'autre joueur. Et à première vue, vous pouvez essayer de jouer, vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça d'imaginer quelle est la bonne façon de jouer à la perfection. Donc, commençons déjà par se poser une question peut-être plus simple, qui va apparaître si j'appuie. Voilà. Donc, première question, est-ce qu'il existe une stratégie qui permette à l'un des deux joueurs de ne pas perdre, par exemple?
Alors ne pas perdre, ça ne veut pas dire gagner, hein, puisqu'on peut imaginer qu'il y a égalité. Donc je vous parle de ne pas perdre. Et donc la question naturelle, enfin la réponse naturelle, c'est d'imaginer que le joueur qui joue en premier a effectivement une façon de jouer pour ne pas perdre. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que jouer en premier, ça donne un avantage quand même. Il y a plus de cases d'hexagones bleus que d'hexagones jaunes. Mais comment on montre ça? Alors, avant de vous dire comment on essaye de montrer ça, juste pour être clair tous ensemble, d'ailleurs n'hésitez pas à lever la main, enfin peut-être qu'il ne faut pas que je dise ça en fait, mais vous pouvez lever la main, poser des questions, hurler, vous ne me jetez pas le cocktail à la figure, c'est la seule chose, je réagis très mal à l'humidité. Donc juste pour vous donner déjà une illustration de ce que c'est qu'une stratégie gagnante, parce que c'est peut-être un petit peu abstrait, pensez au morpion. D'accord? Donc le morpion, vous avez votre case, enfin j'espère qu'on appelle ça le morpion en Belgique. L'oxo, bien entendu, l'oxo. Comme on le voit écrit, je ne sais pas pourquoi ça ne m'est pas venu à l'esprit. Donc l'oxo, le fameux. Je pense que je vais apprendre ces noms à force de donner cet exposé. Je me rends compte qu'il y a 10 noms différents pour le même jeu. Donc quand on joue à l'oxo, du coup, je ne vais pas y arriver, mais je vais essayer quand même. Quand on joue à l'oxo, on se rend compte très très vite, en fait, c'est pas très difficile de trouver justement une façon de jouer pour le premier joueur pour ne jamais perdre. Et en fait, c'est même assez simple de voir que, en fait, si les deux joueurs jouent bien, on arrive toujours à une égalité. Donc une stratégie, c'est quoi? Une stratégie gagnante, c'est une façon de jouer donc pour ne pas perdre, par exemple pour le joueur bleu, ce serait une façon de jouer chaque pièce de telle sorte que quel que soit ce que jouera le jaune après, je saurai répondre pour toujours être de telle sorte qu'à la fin, je vais gagner. D'accord? Donc, c'est pas que la stratégie gagnante, ça consiste pas à prendre son copain qui ne veut vraiment pas jouer, qui est nul à ce jeu, et comme ça, je suis sûr de gagner contre lui. Non, je parle de stratégie gagnante, c'est vraiment, ou stratégie pour ne pas perdre, c'est vraiment une stratégie, quelle que soit la valeur du joueur en face de moi, même s'il joue parfaitement, il n'arrivera pas à me battre. D'accord? Et ça, des jeux qui ont des stratégies gagnantes, vous pouvez réfléchir chez vous pour Oxo. C'est facile de trouver la stratégie pour ne pas perdre. Mais des jeux pour lesquels on sait exhiber vraiment la stratégie gagnante, c'est très rare en fait. Il y en a très peu. Pour les échecs, pour le jeu de Go, même pour les dames, ce sont des choses c'est extrêmement difficile de savoir comment jouer optimalement. Mais dans le cas de ce jeu-là, en fait, on n'a même pas besoin de savoir comment jouer optimalement pour prouver qu'il existe une stratégie gagnante. C'est-à-dire, je vais montrer que quelque chose existe sans vraiment le construire, en quelque sorte. Ça, c'est une des spécificités, ouais, c'est pas facile ça, des maths. Donc, pour ça, on va faire ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire, on va supposer que le joueur bleu n'a pas de stratégie pour ne pas perdre. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là, de ne pas avoir de stratégie pour ne pas perdre? Ça veut dire qu'en fait, quelle que soit la façon intelligente dont moi, bleu, je vais jouer, le jaune saura répondre pour finalement gagner. Donc vous êtes d'accord que dire que le joueur bleu n'a pas de stratégie pour ne pas perdre, c'est en fait dire que le joueur jaune a une stratégie pour gagner, en fait. C'est exactement ce que ça veut dire. Là, je sens que j'étais venu pour un cocktail et on me fait un raisonnement par l'absurde. Remboursé. Bref, je laisse méditer. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé ça, ne vous inquiétez pas, le problème ne va pas disparaître, il va rester dans votre tête, et puis demain matin, en vous levant, vous serez « Ah, mais bien sûr, c'était ça ». Donc, je n'en dirai pas plus, et si vous voulez, vous pouvez me questionner à la fin de mon exposé si vous n'avez pas compris ce point-là, mais l'absence d'une stratégie pour ne pas perdre pour le bleu, c'est l'existence d'une stratégie pour le jaune pour gagner. Mais alors ça, c'est quand même un peu bizarre, parce que si le jaune a une stratégie pour gagner, ce que le bleu pourrait essayer de faire, c'est tout simplement la chose suivante. Il joue une case bleue, quelque part, et il oublie totalement qu'il a joué. Il se dit, ok, bon, maintenant j'ai joué ça, je m'en moque, et je suis le jaune, je suis le jaune, je suis le jaune. Et juste, j'adopte la stratégie gagnante du jaune. Bon, bah, le jaune, il essaye de jouer le mieux possible, mais moi, maintenant, je suis dans la place du jaune, donc je peux exactement jouer comme je veux pour répondre systématiquement au joueur jaune. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? De temps en temps, il se peut que ma stratégie optimale que j'ai dans ma tête, parce que je suis ce super computer, enfin, je veux dire, c'est théorique, hein, moi je ne suis pas un computer, mais je peux me dire, bon, mais moi, de temps en temps, peut-être que
ma stratégie va me dire de jouer à un endroit où j'ai déjà joué. Par exemple, au deuxième coup, peut-être qu'il va me dire joue bleu sur cette case et c'est celle où j'ai déjà joué. Bon, c'est pas grave, si la case est déjà bleue, très bien pour moi, je peux jouer autre part. Et je continue comme ça. Et ce qui se passe, c'est que à la fin, si j'avais la stratégie gagnante, c'est moi qui gagne. Mais ça veut dire que le jaune, du coup, il n'avait pas de stratégie gagnante. Raisonnement par l'absurde, voilà. C'est en général très clair, un raisonnement par l'absurde. Hein. C'est ce genre de choses qui vous fait que le matin, vous vous levez avec plaisir. Raisonnement par l'absurde. Ok, très bien. Voilà, donc il n'existe pas, absurde, il n'existe pas du coup de stratégie gagnante pour le jaune, donc il existe une stratégie pour le bleu pour ne pas perdre. Mais, j'aime bien ça. Vous inquiétez pas, ça devient pire après. Non, c'est la partie maths. Moi, on m'a toujours dit, en tant que mathématicien, je dois dire, il faut toujours une preuve dans un exposé. Vous avez de la chance, j'ai décidé de ne pas vous mettre de formule, parce qu'il y en a d'autres qui vous mettent des formules. Quoi que j'ai peut-être mis une formule en fait. Mais voilà, il y a un petit raisonnement, vous inquiétez pas, vous pouvez l'oublier et suivre le reste de l'exposé. Donc la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que cette stratégie du bleu pour ne pas perdre, en fait, je prétends que c'est une stratégie pour gagner. Pourquoi ? Tout simplement, c'est impossible de faire égalité dans ce jeu. Donc si j'ai pas perdu, c'est que j'ai gagné. Alors, je vais vous le montrer sur un dessin, parce que c'est quand même mieux. Imaginons qu'on ait joué jusqu'au bout. Pour faire une égalité, on joue bien sûr bleu, jaune, bleu, jaune, bleu, jaune. Et une égalité, ce serait qu'on arrive au bout, on a colorié tous les hexagones et il n'y a personne qui gagne. Donc en particulier, par exemple, disons que le bleu n'est pas parvenu à faire un chemin de haut en bas. D'accord ? Donc là, ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai colorié en bleu foncé tous les hexagones qui touchent le bas. Et là, on remarque quelque chose, c'est que juste au-dessus de ces hexagones, il y a un chemin en fait jaune de gauche à droite. Ce qui empêche un chemin bleu de bas en haut, c'est exactement l'existence d'un chemin jaune de gauche à droite. Donc si le bleu ne gagne pas, en fait le jaune gagne. Donc il ne peut pas y avoir d'égalité. Donc si le bleu peut ne pas perdre en jouant idéalement, en fait il gagnera tout le temps. Alors ce jeu, en fait, il a été introduit par John Nash. Alors, je suis content parce qu'il y a des gens qui auront vu le film, parce que j'ai fait ça devant des lycéens qui m'ont regardé, mais de quoi tu me parles ? Donc à droite, c'est Russell Crowe qui a joué Beautiful Mind, qui est le film sur l'histoire de Nash. Alors, petite anecdote, j'ai mangé une fois à côté de John Nash, et le vrai, donc celui de gauche, et juste, le truc naturel, c'est de lui demander, mais qu'est-ce que vous avez pensé ? On a tous fait ça, je pense, à peu près tout le monde lui a posé la même question, mais qu'est-ce que vous avez pensé du film ? Et il a répondu, c'est un très bon film, juste pas sur moi. Donc c'est peut-être un tout petit peu romancé. Mais donc voilà, donc c'était pour vous dire, John Nash a introduit ce jeu parce que justement c'est un jeu pour lequel il est facile de prouver qu'il existe une stratégie gagnante. Et après, il a développé toute une théorie des jeux et en particulier, il a inventé les équilibres de Nash pour lesquels il y a eu le prix Nobel d'économie. Et John Nash est aussi quelqu'un d'assez particulier parce qu'il a eu l'équivalent du prix Nobel en mathématiques, qui est le prix Abel, pour des travaux totalement disjoints de ces choses-là. Donc c'est quelqu'un qui était absolument génial dans tous les domaines. Alors, mais quel rapport avec la percolation, me direz-vous ? Pour l'instant, c'est difficile à voir. Donc imaginons maintenant qu'on joue au même jeu, mais qu'on y joue de façon aléatoire. Je ne sais pas, vous êtes tout seul, vous vous ennuyez, vous n'avez pas envie de jouer contre vous-même. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement, pour chaque hexagone, vous allez tirer une pièce au hasard. Enfin, non, vous ne tirez pas la pièce au hasard, vous tirez la pièce, elle va tomber au hasard sur pile ou face. Si ça tombe sur pile, vous coloriez en bleu, si ça tombe sur face, vous coloriez en jaune. Et vous faites ça pour tous les hexagones. Donc, premier hexagone, vous regardez l'autre hexagone, vous tirez la pièce, hop, ça tombe de nouveau sur bleu, disons que c'était 2 fois face. Celle-là, ça tombe sur pile, donc vous faites jaune, etc. Et vous faites ça pour tout le monde. Vous coloriez tout le monde. Et question, qui gagne dans ce cas-là ? Oui ? Alors, oui, alors très bonne question, ça montre en fait exactement que j'ai très mal présenté ma chose, mais c'est la bonne réponse. Donc là, on voit que le bleu gagne, mais en général, ce qui va se passer, c'est que si je reprends mon jeu et que je rejoue, que je retire mes pièces de monnaie, ce sera peut-être bleu qui gagne, ce sera peut-être jaune qui gagnera cette fois. Puisque les pièces de monnaie sont tirées au hasard, en fait, je ne peux pas dire exactement qui gagnera, c'est pas toujours le bleu qui gagnera. Là, il n'y a pas de stratégie optimale, c'est juste je tire au hasard mes pièces. Donc au lieu de regarder qui gagne,
on va se poser la question de quelle est la probabilité que l'un des deux joueurs gagne. Enfin, que le bleu ou le jaune gagne. Donc, puisque la couleur dépend des lancers, on a seulement une chance de gagner. Le bleu a seulement une chance de gagner. Ça dépend des lancers. Alors, à votre avis, c'est hyper déstabilisant parce que j'ai le slide d'après ici, donc mon cerveau est complètement, il ne sait pas du tout. Je suis quelqu'un un peu limité à ce niveau-là, donc c'est compliqué. Mais bon, alors, donc quelle est la probabilité, à votre avis, que le bleu gagne? Alors, j'ai entendu différentes choses. J'ai entendu 0. Qui pense 0? Bon, moi, apparemment, parce que j'ai entendu 0, je ne sais pas pourquoi, c'est personne. Qui pense 1,5? J'ai entendu 1,5. D'accord. C'est parce que c'est un chiffre entre 0 et 1 ou... C'est déjà bien parce que j'ai beaucoup d'élèves qui me disent probabilité 2. Et alors en général, je me dis, j'ai un tout petit peu raté mon enseignement sur ce coup-là. Qui pense autre chose qu'un demi? 70%, voilà, très bien. C'était juste pour me faire dire 70 en tant que français, c'est ça? Je ne vais pas être autorisé à revenir en France après ça. Mais d'accord, 70. Est-ce qu'il y a d'autres calculs? J'ai vu des mains qui se levaient. Oui. 1,5 plus 1. Hein? 1,5 plus 1. Enfin, plus une unité. Alors, plus une unité. Et s'il y en a un qui commence? J'ai rien compris. Vous pouvez répéter la question? Parce que le premier qui commence, ça fait une chance de plus. Alors, il aurait une chance de plus, mais alors du coup, ça donnerait quelle probabilité? Il faudrait diviser par le nombre de cases et faire plus une unité. Ouh là là, mais alors là, il y en a combien des cases là? Donc, un demi, enfin, donc il faudrait faire un demi plus 1 sur 2 fois 81, c'est ça pour avoir... Non, je suis désolé, ça ne va pas marcher. Mais c'était une bonne tentative. Alors je prétends que c'est un demi, effectivement. La majorité pour une fois a gagné, ce qui me déçoit. En général, j'aime bien qu'elle perde. Mais, donc malheureusement, la majorité a dit un demi. Pourquoi c'est un demi, à votre avis? Parce que c'est symétrique, exactement. Vous êtes d'accord que si là, vous jouez comme le bleu contre le jaune, ici... Je vous encourage à tous le faire, hein, c'est pas juste moi, s'il vous plaît, un petit peu de... Là, ici, vous voyez que le jaune joue contre le bleu à l'opposé. Donc la probabilité que le bleu gagne, par symétrie, c'est la même que la probabilité que le jaune gagne. Je me rends compte que j'ai fait les trucs dans le mauvais sens, mais... Et donc, si P est égal à 1 moins P, ça nous donne P égale 1,5. Voilà. D'accord? Donc la probabilité de gagner, c'est 1,5. Jusque-là, ouais, j'ai fait les petits... Bon, franchement, à côté de l'introduction, je suis petit joueur quand même. Dans la fusée qui explose, enfin qui explose, heureusement pour tout le monde. Voilà. Alors, voilà, donc probabilité 1,5, vous allez voir, on va revenir là-dessus. Là, dans ce cas-là, c'était facile, mais ça peut devenir très vite compliqué. Alors, juste avant de vous expliquer ce qui est compliqué, parlons du nom percolation. Pourquoi on appelle percolation ? Parce que les mathématiciens sont obsédés avec le café. Il y a une fameuse citation de Paul Erdős qui dit qu'un mathématicien n'est qu'une machine à transformer le café en théorème. Ça, c'est que pour les bons mathématiciens. Et ce qui n'est pas totalement faux, je suis entré en mathématiques en détestant le café et maintenant, aujourd'hui, je déteste les jours sans 5 ou 6 cafés d'affilée. Donc, on est effectivement des machines à transformer le café. Et la connexion entre le café et ce que je viens de dire, c'est la chose suivante. Imaginez que vous jouiez à un jeu exactement aléatoire comme là, en jaune et bleu, sauf que vous ne dessinez pas en bleu, vous dessinez en marron et blanc. Et vous imaginez que le marron, c'est l'emplacement où il y a les grains de café. D'accord? Quand vous faites chauffer l'eau qui est en dessous, la question que vous vous posez, c'est est-ce que la vapeur d'eau va passer à travers le café et parvenir de l'autre côté? D'accord? Maintenant, il y a deux possibilités. Soit le café est tellement bien tassé que l'eau ne passe pas du tout, ce serait ce qui se passerait peut-être à gauche. Il y a trop de grains et du coup l'eau ne parvient pas à passer à travers. Ce serait un peu le cas où le jaune gagnerait, le marron gagnerait, il y aurait un chemin qui bloque le bleu, qui n'arrive pas à passer de bas en haut. À droite, au contraire, ce serait dans le cas où le bleu gagnerait, ce serait un cas où, en quelque sorte, l'eau passerait facilement à travers la cafetière, et si ça passe trop facilement, ça vous fait du jus de chaussette, vous n'obtenez pas de café. Et bien entendu, l'idée, c'est d'essayer de trouver
Hop là, ça s'appelle appuyer sur le mauvais bouton. Hop, alors. Et si vous êtes doué et que vous équilibrez exactement la bonne densité de marron par rapport au blanc, vous allez avoir la bonne difficulté pour l'eau pour passer de haut en bas. Et ce qui va se faire, c'est que cette eau, du coup, elle va utiliser des méandres, elle va passer vraiment difficilement de haut en bas. Et qu'est-ce qui va se passer pendant ce cas-là? Elle va récupérer les arômes de café et vous donner un bon café et du coup un bon théorème à la fin. Ça, c'est l'analogie avec le café. C'est pas super solide comme analogie, mais ça suffit à un mathématicien, puisque ça parle de café. Voilà. Maintenant, quel lien avec le reste? Je vais juste vous poser la même question qu'avant. Quelle est la probabilité de gagner? Mais imaginez qu'on ne joue pas sur ce plateau de jeu qui est représenté un losange. Imaginez que, par exemple, je sois sur un plateau où il y a n lignes, d'accord, faites de HN hexagones. Et là, je pense que j'ai pour tout le monde 1000 lignes faites de, par exemple, 2000 hexagones. Ou 1000 lignes faites de 5000 hexagones, etc. Quelle est la probabilité de gagner? Dans ce cas-là, vous êtes d'accord que vous ne pouvez plus faire l'argument de... j'ai failli dégommer le... J'espère que vous en avez d'autres, parce que l'exposé vient de commencer. Donc, vous ne pouvez plus faire l'argument de symétrie, et vous ne tombez plus sur un demi. Mais vous tombez sur quoi? Alors, c'est une question qui a été posée par quelqu'un qui s'appelle De Volson Wood en 1894 dans un journal qui s'appelle American Mathematical Monthly. Chaque terme sera important. La question, c'était est-ce qu'on peut calculer la probabilité de victoire dans ce cas-là? Voilà. Et l'éditeur avait répondu, tous les éditeurs répondent toujours quelque chose de ce type-là, de toute façon. Oh, c'est une question très intéressante. Si quelqu'un nous fournit une réponse satisfaisante, nous l'inclurons dans le prochain numéro. American Mathematical Monthly. Donc, un mois plus tard. Bon, il faut parfois expliquer aux éditeurs que ça prend un petit peu plus de temps que ça. Il fallut 107 ans, en fait, pour trouver une solution. C'est un petit nombre de... Alors, ne faites pas 107 x 12 pour vérifier si ça donne la bonne chose, parce que je me rends compte que je n'ai pas vérifié. Mais voilà, il a fallu 107 ans pour donner une réponse satisfaisante. Et comme tout le monde l'avait prédit, la réponse est la chose suivante. Alors, même moi, je ne vais pas vous la lire, celle-là. Voilà, je voulais vous mettre une formule juste pour vous faire un peu peur. Voilà. Hein, ne vous inquiétez pas, elles ne mordent pas. Elles ont plus peur de vous que vous n'avez peur d'elles. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà, alors c'est une formule atroce, mais ça vous donne effectivement la probabilité de croisement. Et cette formule elle est tellement atroce qu'il a fallu 107 ans pour la trouver et que la personne qui l'a trouvée a eu une médaille Fields. Voilà. C'est pas moi, hein. Mais bon, c'est mon directeur de thèse pour tout vous dire. Donc après, j'avais un petit peu de pression. Mais... Donc voilà, il a trouvé, donc il s'appelle Ceisar-Smirnov, il a trouvé cette formule. Et en fait, ça a des liens très puissants avec toute une théorie en physique qu'on appelle la théorie conforme des champs. Mais ce sera pour un autre exposé, ce ne sera pas pour celui-là. Alors, trêve de galéjade, parlons un petit peu simulation. Qu'est-ce que je vais vous montrer là? Je vous montre un jeu de hex, sauf qu'en fait, au fur et à mesure que le temps évolue, j'augmente les probabilités que les hexagones soient jaunes. Et vous voyez, à gauche, vous avez des hexagones plus jaunes qu'à droite, c'est ceux qui sont connectés au bord gauche. Et ce qu'on voit, c'est que, vous voyez, assez rapidement, on est passé à un moment où il n'y avait quasiment aucune connexion, et assez rapidement, on se retrouve à un cas où on a une connexion de gauche à droite. Alors, c'est peut-être pas si génial sur cette simulation, mais puisque... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ça a disparu. Je suis triste. Alors, je refais. Alors, est-ce que c'est... Oui, ça est en train de marcher. Ça, c'est une simulation plus grosse. Exactement la même chose. Et remarquez que pour l'instant, il ne se passe rien, en quelque sorte là. Ah bah tiens, puisque je peux y aller. Hop. Là, ici, vous avez les hexagones connectés à gauche. Donc, j'augmente la probabilité que les hexagones soient jaunes. Là, pour l'instant, ça doit être très petit. Et regardez, d'un coup, ah, là, c'est un peu un bide. Allez, hop, on va plus vite, s'il vous plaît. Boum, voilà. D'un coup, on passe de pas de connexion
de gauche à droite à une connexion de gauche à droite. Ça s'est passé extrêmement vite. Vous avez vu, c'est pas comme une espèce de diffusion où les choses avancent de plus en plus. C'est passé par à-coups. Ça, c'est ce qu'on appelle une transition de phase. C'est un changement brusque de comportement dans un système. Et c'est exactement pour ça que ce modèle de percolation est intéressant. C'est parce qu'il a cette transition de phase. On va en reparler, ne vous inquiétez pas. Vous allez même voir un mathématicien en train de faire une expérience physique. Enfin, je ne vais pas vous la faire en direct, mais je vais vous montrer après. Et on verra d'autres transitions de phase. Mais avant ça, juste pour me défendre des accusations qui me seront faites à la fin de l'exposé sur l'applicabilité de mes recherches, je lance un contre-feu en vous parlant d'un monsieur qui s'appelle Kenneth Golden, qui est un peu notre Indiana Jones à nous, enfin, dans l'Antarctique. Et Kenneth Golden, ce qu'il fait, c'est qu'il étudie la fonte des glaces. Et il a observé, enfin c'est pas lui qui a observé, mais il étudie le phénomène suivant, c'est que la journée, le soleil, enfin les journées ça peut être long, hein, mais surtout là-bas, mais le soleil fait fondre la surface de la glace, donc il y a une fine pellicule d'eau qui se crée à la surface de la glace, et cette eau, finalement, elle rentre dans les interstices de la glace et elle percole à l'intérieur de cette glace. Mais la nuit arrive, l'eau gèle, et l'eau gelée, hein, pour tous les jeunes dans la salle, hein, on sait très bien, c'est l'expérience qu'on aime bien faire pour énerver papa-maman, on met le coca dans... enfin non, ne faites pas ça, je ne vais pas finir, sinon je vais me faire... Mais il y a une chose qu'on sait, c'est que la glace prend plus de place que l'eau. Donc la glace, en refroidissant dans la nuit, prend plus de place, craquelle la glace encore plus, et le lendemain, le processus de percolation est de plus en plus fort. Et il y a un processus de renforcement comme ça de la vitesse de fonte des glaces. Et Kenneth Golden étudie ce phénomène en utilisant la théorie de la percolation, justement, pour savoir comment l'eau percole à l'intérieur de la glace. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur l'applicabilité de la théorie de la percolation, n'hésitez pas à inviter Kenneth Golden, qui sera ravi de répondre à toutes vos questions. Voilà. Alors, on passe à la deuxième partie de l'exposé. Qu'est-ce que c'est qu'une transition de phase ? Je vous en ai montré une, mais j'aimerais vous en parler un petit peu plus. Dans la définition d'une transition de phase, c'est un changement brusque de comportement dans la matière. Ça n'a rien à voir spécialement avec la percolation, c'est quelque chose de très général. Et celle que vous connaissez le mieux, en général c'est la seule que vous connaissiez, c'est celle de l'eau. Si je prends de l'eau, je refroidis à 0 degré, pif, j'obtiens, enfin pif ou paf d'ailleurs, j'obtiens de la glace. D'accord ? C'est les mêmes molécules d'eau. C'est juste à 0,1 degré à moins 0,1 degré, elles ont un comportement complètement différent. Changement de comportement brusque, transition de phase. 100 degrés, c'est la même chose. Vous obtenez cette fois de la vapeur et de nouveau, c'est un changement brusque de comportement. Maintenant, il y en a d'autres, des transitions de phase, et en particulier, il y en a une que j'aime bien, qui est celle des aimants. Alors, je n'ai pas un fétichisme des aimants, hein, ça m'est venu plus tard. Mais donc voilà, c'est moi, je suis assez fier de cette simulation, de cette expérience. Donc c'est la 15e fois que j'essaye, je me suis brûlé les 14 fois d'avant. Donc qu'est-ce que j'essaye de faire ? J'essaye de chauffer un aimant. C'est vraiment un aimant que vous pouvez acheter dans le commerce. Hein. Et voilà ce qui va se passer. Donc je chauffe, il y a un suspense insoutenable en général à ce moment de l'exposé. Moi ça me permet de souffler un petit peu. Donc qu'est-ce qui se passe ? On chauffe, on se demande si Hugo va se brûler. Hein ? Oui, mais je ne suis pas expérimentateur dans l'âme. J'aime le risque, voilà. Donc qu'est-ce qui vient de se passer en fait ? On a atteint une certaine température, l'aimant a été chauffé suffisamment, et il est passé au-dessus de ce qu'on appelle la température de Curie, en hommage à Pierre Curie. Et au-dessus de cette température, l'aimant a cessé d'être aimanté. Et du coup, la gravitation, comme toujours, a ramené l'aimant à sa réalité de matériaux non aimantés et il l'a fait tomber par terre. Donc, température de Curie, là c'est Pierre Curie à gauche, Marie Curie et leur fille, c'est quand même une famille, c'est une photo à 3 prix Nobel pour le prix d'un, donc, enfin d'ailleurs 4 prix Nobel, mais 3 personnes, donc je voulais juste vous montrer cette photo, je l'aime bien, puis quand je vois la fille, ça me fait penser à ma fille quand elle n'est pas contente contre moi, donc je ne sais pas ce qu'il lui avait fait, mais elle n'a pas l'air commode sur cette photo. Donc voilà, donc la famille Curie dans son ensemble.
Alors, comment on explique mathématiquement qu'il y ait une transition de phase pour les aimants? Pourquoi un aimant, finalement, pourquoi la température a un impact sur le fait qu'un aimant soit un aimant ou pas? Ben, je ne répondrai pas à cette question, mais je vous expliquerai ce que moi je fais dans la vie, qui est d'essayer de comprendre mathématiquement ça en inventant ce qu'on pourrait penser comme, on appelle ça un modèle mathématique, mais c'est une sorte de caricature du réel. Et la caricature, elle repose sur l'idée suivante, qui est qu'un aimant, c'est comme une collection de plein de tout petits aimants. Et ces tout petits aimants, ils se comportent exactement comme ça comporterait des gros aimants, c'est-à-dire qu'en particulier, ils ont tendance à s'aligner les uns avec les autres. D'accord? Jusque-là, on peut me croire. Maintenant, le mathématicien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, ok, bon, c'est compliqué de comprendre ça, donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de d'imaginer que ces petits aimants, ils sont alignés assez régulièrement, comme sur les cases d'un réseau carré, comme un pavage carré. Et après, je vais étudier la compétition qui se passe entre le fait que ces aimants ont envie de s'aligner et le fait qu'il y a une température. Mon aimant a une température. Alors, je ne sais pas si vous savez ça, mais la température, en fait, c'est juste une mesure de l'excitation du système. C'est à quel point votre système est excité. Quand l'eau est chaude, c'est parce que les molécules d'eau vont plus vite parce qu'elles sont excitées. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous soufflez sur une tasse, vous la refroidissez. Pourquoi? Parce que les molécules les plus chaudes sont à la surface, vous soufflez, vous les chassez, et vous gardez les molécules plus froides. Bon, ben là, en fait, dans le modèle d'Ising, c'est exactement ça. Il y a une compétition entre l'excitation des aimants, un petit peu comme si c'était des petits aimants dissipés. D'ailleurs, je vois que vous êtes tous à une température relativement froide, je vous remercie. Donc les aimants sont dissipés, ils ont envie de s'aligner, mais en même temps, ils pensent un petit peu à leurs propres histoires. Et donc, plus la température va être grande, plus l'excitation va être grande. Quand l'excitation n'est pas trop grande, finalement, le besoin d'être aligné est trop fort et les aimants vont s'aligner et vont faire que l'aimant global pointe dans une direction. Mais quand la température est suffisamment grande, les aimants vont se mettre à vraiment pointer n'importe comment. Autant de ces petits aimants vont pointer vers le nord que vers le sud et finalement, l'aimant dans son ensemble n'a plus vraiment d'aimantation. Alors, comment on mesure ça mathématiquement? Une façon de faire, c'est de faire des dessins. Imaginez que je sois en train d'imaginer mes aimants. Alors là, par exemple, celui-là pointe dans cette direction, celui-là, au contraire, pointe dans l'autre direction. Et imaginons que tous les aimants qui pointent vers la droite, je les colorie en rouge, je colorie les cases en rouge, et tous les aimants qui pointent vers la gauche, je les colorie en bleu. D'accord? Et je fais ça pour mon grand aimant. Typiquement, je vais trouver ce genre d'image. Et c'est pas très compliqué d'imaginer, ou en tout cas de se dire qu'il y a quand même quelque chose qui ressemble énormément à mon jeu de hex. Là. Alors, ce n'est pas des hexagones bleus et jaunes, c'est des carrés bleus et rouges. Mais il y a quelque chose qui ressemble, on voit des zones de bleu qui s'entrelacent avec des zones de bleu, de rouge. Mais oui, et en fait, on peut utiliser la théorie de la percolation pour essayer de comprendre ce modèle d'Ising, pour essayer de comprendre la géométrie de ces hexagones et de ces aimants qui pointent dans une direction ou dans l'autre. Il y a un lien en fait très fort entre ce phénomène de magnétisme et ces phénomènes de porosité qui étaient expliqués par la théorie de la percolation. Alors, c'est le moment où je vous parle d'un théorème quand même. Parce qu'il faut que vous puissiez dire « Ah, ben je connais le théorème d'Hugo ». Enfin, c'est pas le seul, hein, mais... alors, un théorème de maths, juste pour vous montrer qu'il n'y a pas forcément de formule dans un théorème, et qu'on peut au moins comprendre l'idée de l'énoncé. Quand il y a un changement de comportement dans un système, quand il y a une transition de phase, en fait, il y a deux types de transitions de phase. Il y a les transitions de phase discontinues et les transitions de phase continues. Alors, la transition de phase discontinue par excellence, c'est exactement quand je refroidis l'eau et qu'elle passe à 0 degré. Pourquoi? Exactement pour ce que j'ai dit avant. Quand on arrive à 0 degré, la densité de l'eau change. Le volume de l'eau change quand il devient de la glace. C'est discontinu. Je ne peux pas tracer continuellement le graphe qui me donnerait le volume en termes de la température. Je dois forcément lever le crayon pour aller autre part. C'est une transition de phase discontinue. Il y a des transitions de phase continues. Par exemple, si vous regardez l'aimant et que vous regardez la force de l'aimant en fonction de la température, à quel point il attire. En fait, vous allez voir que quand
température approche la température de Curie, celle à laquelle on ne devient plus un aimant, c'est-à-dire que la force est 0, ben en fait, on va l'approcher de façon continue. Je pourrais dessiner la chose sans soulever le crayon. Ces transitions de phase continue, c'est en fait les plus intéressantes en physique. Et en particulier, ce que nous avons fait avec Michael Eisenman et Vladas Sidoravicius, donc 2 collègues, c'est démontrer que pour la caricature mathématique, ce fameux modèle d'Ising, effectivement, la transition de phase était continue. Voilà. J'ai énoncé le théorème, je ne vous dis pas que vous avez tout compris, hein, mais je vous ai énoncé le théorème. Après la preuve, je vous garantis pour votre bien-être et le mien, il vaut mieux pas que je me lance dedans. Si vous me laissez avoir suffisamment de cocktails, j'expliquerai aux plus courageux. Non. Mais alors, je vais juste finir en vous expliquant pourquoi c'est intéressant finalement d'essayer de montrer qu'une transition de phase est continue. C'est intéressant parce qu'en fait, quand on arrive à une transition de phase continue, il se passe quelque chose de merveilleux au point, c'est comme un petit cadeau de la nature, au point de la transition. Il y a ce qu'on appelle des propriétés émergentes. Donc, les propriétés émergentes, on en parle souvent en philosophie. Là, je parle vraiment de la notion physique. C'est qu'il y a des choses qui ne sont pas vraiment vraies en général dans mon système, mais qui émergent exactement quand je mets les paramètres au bon endroit. Et en particulier là, c'est exactement au point critique. Et les propriétés émergentes, elles ont l'avantage d'être assez mystérieuses et d'être absolument magnifiques. Et en particulier, des propriétés émergentes de ces systèmes comme le modèle d'Ising, c'est d'avoir ce qu'on appelle des fractales aléatoires qui apparaissent. Donc voilà, vous avez des images comme ça, et vous conviendrez, bien sûr, je ne dis pas qu'on peut comprendre ce que ces images disent juste en les regardant, mais vous conviendrez peut-être qu'en tout cas, il y a quelque chose d'assez mystérieux quand on voit ces images. Moi, quand je vois ça, j'ai envie de comprendre pourquoi mon petit modèle où j'oriente mes aimants vers la droite ou vers la gauche, il créerait des images comme ça quand je regarde le système. Donc on est souvent en fait dirigé par l'esthétisme quand on se pose des questions de mathématiques, et en particulier ces images, elles apparaissent grâce en fait la raison fondamentale dans la nature qui fait que ces images apparaissent, c'est ce qu'on appelle le principe d'universalité, et je voulais juste vous mentionner ça parce que je pense que c'est une des plus belles choses de la nature, c'est une loi très forte dont on n'a jamais entendu parler en général. Et je vais juste utiliser les termes de Leo Kadanoff, qui est un des plus grands physiciens théoriciens du XXe siècle, qui dit la chose suivante. Il dit « La stratégie consistant à étudier une question physique, par exemple l'aimantation ou la porosité des matériaux, en utilisant des modèles largement simplifiés, elle est justifiée par une caractéristique des systèmes physiques appelée universalité. Ce principe, il dit quoi? Il stipule que les propriétés de mon système, en fait, elles dépendent très peu de mon modèle. Je pourrais définir mon modèle différemment, j'obtiendrais les mêmes comportements. C'est très robuste. Mais du coup, si on a les mêmes comportements, quelle que soit la définition du modèle, hein, bah pourquoi j'essaierais d'étudier le modèle compliqué au départ? Enfin, le problème compliqué au départ. Autant prendre le modèle le plus simple possible, là j'arriverai à dire des choses, et en fait ce que j'arriverai à dire, bah, c'est des choses qui sont vraies pour tous les modèles que je peux imaginer sur ce phénomène. Et donc ça c'est le principe d'universalité, et c'est presque ce qui justifie l'approche mathématique de la physique, qui est, bah, je vais faire des modèles, mais en fait ce que je vais décrire à travers ces caricatures de la nature, c'est vraiment ce qui se passe dans la nature. Bon, écoutez, je crois que je vous ai suffisamment embêté. Ça, c'était une petite tirade, mais j'ai fait beaucoup de lectures quand même. Voilà, allez, je finis sur cette galerie des monstres. C'est d'autres modèles de percolation. Il y a des modèles, par exemple, là, qui sont reliés à la localisation des électrons, par exemple. Ça, c'est un modèle en haut. Je pointe comme ça, mais vous ne voyez pas du tout ce que je pointe. Donc ça, c'est des modèles de percolation qui sont reliés à la localisation des électrons. Pourquoi il y a des insulateurs, par exemple. Et en haut, c'est un modèle de feu de forêt. Là, c'est des modèles de sédimentation. Ça, c'est un modèle rouge, vert et bleu, et c'est très bien. Et ça, c'est un modèle avec encore plus de couleurs, parce que ça fait vraiment une image psychédélique. Mais c'est de nouveau un modèle de percolation, comme les autres. Et sur cette galerie des monstres, je finis mon exposé. Merci beaucoup.